T'as déjà eu cette sensation que les journées s'enchaînent, mais qu'au final t'avances pas sur ce qui compte vraiment pour toi? Comme si t'étais toujours occupée, mais jamais vraiment productive. Et si en fait c'était pas une question de temps, mais de comment tu l'utilises? C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager la méthode ou la manière que j'ai utilisée pour reprendre le contrôle sur ma journée et mon temps. C'est pas vraiment une manière ou une méthode, c'est plus une nouvelle façon de voir son temps. Une approche, je dirais peut-être plus stratégique, mais vraiment bienveillante, parce que ça sert à rien de se pousser à bout et de s'épuiser. C'est hyper contre-productif. Et parce qu'au final, gérer son temps, c'est pas juste une question de chiffre d'horaire, c'est même pas ça du tout, c'est plus une question de priorité. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de t'accompagner au maximum et du mieux que je peux pour te recentrer sur celle qui compte vraiment pour toi. Chapitre 1, les fondations, ou pourquoi on a toujours l'impression de ne pas avoir de temps. Quand on parle de manque de temps, je trouve qu'on oublie souvent un élément clé qui est le comment on gère ce temps. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu t'es déjà senti débordé comme s'il n'y avait pas du tout assez d'heures dans la journée pour que tu puisses accomplir tout ce que tu as à faire. Et bien figure-toi que c'est normal, c'est une impression commune. Et d'ailleurs j'ai récemment lu dans un blog que cette impression elle vient d'un mauvais équilibre entre nos priorités et nos tâches. Et la vérité c'est que la plupart d'entre nous, on n'a jamais appris ou on n'a jamais été formé à gérer efficacement notre temps. On s'éparpille, on se laisse submerger par la pression et on oublie l'essentiel, ce qui est vraiment important pour nous. Et je trouve que ce phénomène-là, il a pris des proportions énormes, notamment avec les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément une critique parce que moi la première, je trouve que avec tout ce flux d'informations, toutes les infos qui nous submergent constamment, c'est difficile de savoir faire une barrière et une différence entre nos envies, nos besoins et nos désirs et celles des autres, celles qu'on voit constamment et qu'on finit par dire que c'est la norme parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Mr. Big Brain. Vous l'aurez deviné, un des secrets pour savoir gérer son temps, c'est revoir ses priorités et se concentrer sur l'essentiel. L'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est vouloir tout faire en même temps. Et je suis la queen pour ça, ne vous en faites pas. Mais le problème de vouloir tout faire en même temps, c'est ce qui va créer une surcharge mentale. Et c'est à cause de celle-ci qu'on va se sentir dépassé, qu'on va avoir l'impression d'être en boucle. C'est pourquoi il est crucial de revoir ses priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi et quels sont tes objectifs à long et à court terme. En très bref, ce que je fais souvent, c'est que je vais écrire une liste des choses qui sont importantes pour moi. Et en face ou en dessous, je vais marquer la première étape que je devrais faire pour me rapprocher du but. Et ça, c'est faire mes priorités. Et si je fais une longue liste, je prends les 5 premières en haut. Je sais plus en quoi j'ai lu ça. Et c'est les 5 premières sur lesquelles je vais me concentrer. Les autres, je les oublie pour le moment. Au-delà de ça, un des outils qui m'a énormément aidé à y voir plus clair, c'est le journaling. Donc j'imagine que tu connais sans doute déjà cette pratique qui consiste à écrire ses pensées, ses objectifs, ses ressentis, etc. Et la question ici est pourquoi, dans ce cas précis, ça peut nous aider? En quoi ça nous aide? Et la réponse est parce que le simple fait d'écrire ce qui nous préoccupe, ce qui occupe notre esprit, ça permet de les extérioriser et de pouvoir les organiser et de s'en rendre compte, pour prendre du recul. En bref, en écrivant, tu te libères de la sensation d'être constamment en train de courir après le temps. Et tu commences à prendre du recul, à voir plus clair et à voir où est-ce que tu peux faire plus de place pour les choses qui comptent vraiment pour toi et te rendre compte de justement tout le temps que tu prends à faire des choses qui ne te servent pas ou qui ne te plaisent même pas. Ça me rappelle que j'avais lu dans The Journal of Experimental Psychology qu'il y a des études qui montrent que la rédaction régulière d'un journal, ça permet de mieux gérer la gestion du stress, de mieux comprendre nos émotions et d'augmenter nos chances de réussite de nos objectifs. Donc oui, écrire dans un carnet, ça a plein de bienfaits. Le dernier point que je voulais aborder dans ce chapitre, c'est l'importance d'une introspection honnête. Parce que pour moi, l'introspection, c'est vraiment essentiel pour savoir ce qui nous fait perdre du temps. C'est-à-dire, est-ce que vous passez votre temps, justement, à courir et à faire des choses qui vous paraissent urgentes, mais qui en réalité ne vous rapprochent absolument pas du tout de vos objectifs et de là où est-ce que vous voulez être? L'introspection, ça sert à se poser des questions. Alors pose-toi des questions. Qu'est-ce que je fais réellement de mon temps? Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs personnels ou professionnels? Vraiment, il faut creuser le point pour se découvrir. Parce que plus vous allez apprendre sur vous et sur votre comportement, plus vous allez avoir de clés, de bases solides pour savoir quoi changer et comment changer. L'idée ici, c'est de comprendre comment tu utilises ton temps et pourquoi tu te sens débordé. D'ailleurs, pour vraiment savoir ce que tu fais de ton temps, tu peux faire une semaine témoin. Ou pendant une semaine, tu vas noter ce que tu fais par jour. Un peu comme un planning, mais inversé, c'est-à-dire que ton planning, tu le remplis après avoir fait ce que tu as fait. Et à partir de là, à la fin de semaine, tu pourras faire un bilan et vraiment voir comment tu passes ton temps. C'est un peu long et fastidieux comme tâche, mais vous allez en apprendre énormément sur votre gestion du temps. Une fois que tu as clarifié tout ce point-là, c'est le moment où tu peux commencer à réajuster ton emploi du temps pour laisser plus de place à ce qui est vraiment important pour toi.
Et je vois venir à vouloir directement les solutions. Mais avant de chercher celle-ci, il faut comprendre pourquoi on n'a pas assez de temps. Souvent, vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on manque d'heures, mais plutôt qu'on les utilise mal. Et il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Le doom scrolling, la procrastination, le manque de priorité, les distractions, et j'en passe. En même temps, si on commence une journée sans plan, sans intention, sans objectif, et ben on se laisse plus facilement envahir par tout ce qui va arriver à l'improviste dans la journée. Maintenant, la question, c'est comment on peut éviter ça. Chapitre 2, la planification ou comment structurer son temps avec intention. Planifier ton temps de manière stratégique, c'est essentiel si tu veux arrêter de te sentir débordé et si tu veux être concentré sur ce qui compte vraiment. Mais attention, encore une fois, c'est pas juste cocher des cases sur une to-do list, c'est réfléchir intelligemment à la manière dont tu organises ta journée. Parlons du point de départ pour reprendre le contrôle sur son temps, que j'ai nommé la visualisation. Pour commencer, prends un moment pour imaginer à quoi ressemblerait ta semaine idéale, ta journée idéale. Avec un stylo sur du papier, sur des applications comme Journal, les notes, le Google Calendar, peu importe. Commence par noter tes incontournables. Déjà, tu vas noter tes objectifs pro, tes objectifs perso, ton travail, tes cours, les rendez-vous. Tu peux d'ailleurs utiliser ton journaling et tes travaux d'introspection d'avant pour connaître exactement ce qui est important pour toi et tes priorités. Et une fois que tout ça est posé, tu as maintenant toutes les bases pour pouvoir bloquer du temps pour ce qui est vraiment important pour toi. Et c'est là qu'entre en jeu le time blocking, qui est une méthode que je trouve ultra efficace pour organiser ses journées. L'idée globale, c'est de diviser ton temps en blocs dédiés à des tâches spécifiques, à des tâches précises. Par exemple, tu peux réserver 2 heures le matin pour bosser sur tes projets, tu peux réserver 1 heure en début d'après-midi pour réviser, tu peux bloquer 30 minutes dans l'après-midi pour répondre à tes mails et réserver encore une fois 2 heures le soir pour te détendre ou prendre soin de toi. Et l'avantage avec ces techniques, c'est que tu sais exactement où est ton temps, où est-ce que tu donnes ton énergie, et en plus de ça, ça te permet de limiter tous les moments de la journée où tu es susceptible de procrastiner. Parce que t'as pas le choix. T'as des temps dédiés à des activités précises. Et surtout, faites attention à un piège dans lequel moi je suis tombée, donc si ça peut vous éviter de tomber dedans, c'est super, c'est le manque de réalisme. Restez réaliste quant à votre organisation. Si vous savez que vous avez vraiment du mal à respecter un planning, commencez par des petites tâches et puis quand vous vous sentez à l'aise, rajoutez-en. Il faut absolument que vous laissiez toujours un peu de place pour l'imprévu, un peu de place pour les pauses, parce que remplir sa semaine et de ne jamais se reposer et d'être pris de court à chaque imprévu, vous allez finir encore plus débordé qu'avant. Donc là, c'est pas du tout le but et c'est pas du tout l'objectif. Et si vous êtes comme moi, extrêmement perfectionniste, vous avez l'impression que si vous ne mettez pas toutes les minutes, tous les jours de votre vie au service de vos objectifs et de vos rêves, et ben vous loupez les choses et vous passez à côté des choses. Une sorte de FOMO constante. Ben ça, c'est un de mes plus gros soucis. Je travaille d'ailleurs toujours dessus et je suis fière de moi parce que j'ai enfin réussi à trouver un équilibre sain que je suis en train d'instaurer de manière pérenne grâce à mon 75 Hard Challenge. Du coup, comment ça marche? Eisenhower, lui, il va classer les tâches selon 4 catégories. La première catégorie, ça va être les tâches urgentes et importantes. C'est-à-dire celles qu'il faut que tu fasses absolument tout de suite. La deuxième, ça va être les tâches importantes mais pas urgentes. Donc c'est les tâches que tu vas pouvoir planifier pour un peu plus tard. En troisième catégorie, il note les tâches urgentes mais pas importantes. Les tâches que tu peux peut-être déléguer ou faire pendant des temps de pause. Et en dernière catégorie, la quatrième, c'est les tâches ni importantes ni urgentes. Et celle-là, lui, il y a 2 solutions, soit les éliminer, soit les repousser. Et je trouve personnellement que si tu te concentres sur les 2 premières catégories, donc urgente, importante ou importante et non urgente, tu vas directement à l'essentiel et tu évites de te laisser envahir par des tâches qui sont, elles, pour le coup, moins importantes. Parlons un peu de longévité, parce que ok, c'est cool de savoir faire des beaux plannings, avec du time blocking, certaines méthodes. Si après, tu n'arrives pas à les appliquer sur le long terme, ça ne sert à rien. Voilà. Donc dans ce chapitre-là, on va parler de productivité et de comment l'instaurer, discipline, tout ça. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas finir ce chapitre sans vous donner la moindre petite application utile pour planifier et structurer votre temps. Donc déjà, si tu cherches des outils pratiques, il y a genre Notion et Trello, je trouve que c'est des super sites ou applis pour organiser tes projets à long terme ou à court terme. Ensuite, il y a le calendrier Google qui est génial pour visualiser tes projets et ta semaine. Moi personnellement, j'utilise le calendrier Google. J'adore trier ma semaine. De toute façon, moi je suis une ardue du planning, mon dieu. Mais je vais trier tout et par catégorie et par couleur. Tout ce qui va être pour TikTok, ça va être une certaine couleur. Tout ce qui va être YouTube, ça va être une certaine couleur. Tout ce qui est personnel, ça va être une certaine couleur. Mes repas, mon bien-être, tout est divisé. Comme ça, dès que je regarde
mon calendrier, je sais automatiquement où est-ce que je donne mon attention et mon énergie. Et enfin, il y a des applications que j'aime bien, par exemple quand tu dois travailler et que tu dois essayer de pas prendre ton téléphone, c'est des applications comme Forest et l'application comme OneSec. OneSec, j'adore, elle a une version gratuite qui est en gros, dès que tu appuies sur une application, tu peux le programmer avec les shortcuts. Sur Android, je sais pas trop comment on fait, mais en gros, tu peux mettre, ok, dès que je clique sur Instagram, hop, je suis renvoyée à une page qui fait que tu vas faire une respiration. Et à la fin, ça va te redemander est-ce que tu veux vraiment ouvrir ou est-ce que non, c'était juste par réflexe. Et je trouve que c'est une super application, en tout cas moi elle m'a beaucoup aidée. J'ai toujours utilisé la version gratuite, même si bon, il y a quand même quelques défauts, elle est super. Je vous la recommande ouf. Chapitre 3, la productivité au quotidien ou comment rester efficace sans s'épuiser. Une fois que tu as cerné tes priorités, il est l'heure de passer à l'action. Et oui, j'ai prévu des petites techniques simples et efficaces à tester pour mieux gérer son temps. Parce qu'évidemment, toutes les techniques ne collent pas avec tout le monde. Donc je vais vous les partager maintenant. La première méthode, c'est la méthode Pomodoro. Elle est hyper connue, je pense que vous l'avez vue sur TikTok, sur des blogs, sur tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de travailler à fond pendant 25 minutes, puis de faire une pause de 5 minutes. Et après 4 cycles de 25-5, tu prends une pause plus longue. Et je trouve que cette technique, elle est parfaite pour se concentrer sans s'épuiser. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'attention ou de concentration extrêmement profonds. D'ailleurs, je sais plus dans quelle interview j'avais vu qu'au lieu de passer des heures à lire pour apprendre, mais en fait, au bout de chaque minute, ou par exemple à 25 minutes, faire une pause, juste rien faire, ça laisse le temps à ton cerveau de comprendre et d'organiser ce qu'il vient d'apprendre. Donc effectivement, tu apprends plus vite en faisant des petites pauses. Donc oui, la productivité, c'est pas juste faire plus de choses, c'est surtout faire ce qui est le plus important, ce qui compte vraiment. C'est pas non plus d'avoir un calendrier totalement surchargé. L'idée ici, c'est d'avancer sur ce qui te rapproche le plus de tes objectifs et de tes buts. Donc oui, tout est dans le focus. La deuxième méthode, c'est la liste de tâches. Et oui, encore du planning et des to-do list. J'adore ça. Bref, en gros, chaque matin, tu vas noter les choses importantes à accomplir dans ta journée. Alors, c'est vraiment pour vivre ta journée avec intention. Parce que comme on a dit plus tôt, de ne pas avoir de plan ou d'attention pour ta journée, bah, ça te laisse plus d'opportunités de divaguer et de procrastiner. Donc ça peut être 3 tâches à faire aujourd'hui, des objectifs, un rendez-vous, peu importe. La troisième petite technique, c'est la règle des 2 minutes. En gros, c'est que toutes les tâches qui prennent moins de 2 minutes ou 2 minutes, il faut que tu les fasses immédiatement. Comme ça, bah, pas la peine de les retarder et d'accumuler toutes les mini-tâches. D'ailleurs, c'est très souvent ça, les choses sont repousse. En fait, on met vraiment pas longtemps à les faire. Souvent, je modifie un peu la règle des 2 minutes en règle des 5 minutes, mais parce que ça résonne avec moi. Pareil, si vous 2 minutes c'est trop, bah faites en dessous de 1 minute, et puis si c'est pas assez, vous pouvez augmenter. Il faut vraiment que ça colle avec vous. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose parce que j'ai juste dit quelque chose bêtement. Non. Plus ça résonne avec vous, plus ça fait sens, plus ce sera efficace. Une autre clé aussi pour trouver du temps, c'est d'avoir des routines. Parce qu'elles permettent de structurer ta journée et de limiter les moments de stress où tu sais pas vraiment par où commencer et donc très souvent finir sur ton téléphone ou à juste procrastiner. Personnellement, ce qui marche assez bien avec moi, c'est de créer une routine matinale parce que je sais pas si vous savez, la première heure après votre lever va littéralement dicter toute l'énergie du reste de votre journée. La mienne, elle est inspirée du livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un auteur que j'adore. J'ai aussi une petite routine du soir pour terminer la journée un peu chill, un peu sereinement, en mode journaling, chill avec mon copain, et petits temps pour moi. Par exemple, le matin, tu peux commencer par de la méditation, des petits étirements, ou même juste un petit moment pour visualiser ta journée. Ce genre de petites pratiques, elles vont permettre de façonner ta journée, d'ancrer une énergie, on va dire, plus positive, et elles te préparent à être productif. Je voulais aussi parler de quelque chose qui me tient à cœur, et qui est l'importance de la délégation. Tu peux pas tout faire tout seul, et c'est pas un échec de demander de l'aide ou de déléguer des tâches. Comme on en a parlé avec la technique d'Eisenhower, certaines tâches peuvent être déléguées et ça peut être essentiel pour gagner du temps d'ailleurs. Ça veut pas dire de refourguer tout à vos copains, à votre copine, à votre conjoint, pas du tout. Par exemple, si tu travailles en équipe, ça peut être peut-être diviser les responsabilités, la charge mentale. Si tu es seule à la maison, ça peut peut-être demander de l'aide à travers des prestataires. Je sais pas, exemple, femme de ménage. Il y a aussi certaines personnes qui utilisent des secrétaires personnels. Bon, moi c'est pas vraiment ça, ça peut être demander avec des amis, à ta copine ou à ton copain. Vraiment, demander de l'aide, c'est primordial parce qu'on n'est pas des surhommes en fait, et on peut pas tout faire et on sait pas tout faire, et ça c'est ok, c'est normal. Je suis actuellement en train de monter la vidéo et Lilo, toi aussi t'as besoin de demander plus d'aide. Si vous ne savez pas faire quelque chose, allez faire des recherches, et si vous ne trouvez pas, demandez à quelqu'un. Par exemple, les impôts. Tous les gens qui deviennent majeurs, ils doivent déclarer. On n'a jamais eu des cours sur les impôts à l'école. Comment voulez-vous qu'on sache le faire si on nous a jamais appris? Il faut demander. Demander de l'aide. Big brain.
enfin, n'oublie pas de prendre soin de toi. Vraiment. Parce que la gestion de son temps, c'est pas juste travailler, causer des cases. Non, il faut aussi savoir prendre des moments pour se ressourcer. Ça peut être faire une marche, prendre un moment sans écran, une séance de sport ou te poser lire un livre. Et ces choses-là, c'est pas des luxes, c'est des besoins essentiels pour pouvoir tenir dans le temps, dans la durée. Tu peux avoir le meilleur planning du monde, mais si tu négliges ton bien-être, crois-moi, tu vas t'épuiser. Prendre soin de toi, ça doit faire partie de tes priorités. Un esprit et un corps reposés. C'est littéralement la base de toute productivité. Quand tu prends soin de toi, tout le reste devient plus facile. Ok. Chapitre 4, comprendre notre potentiel, savoir ce qui nous motive et ce qui nous bloque. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais une des clés pour apprendre à gérer son temps de manière efficace, c'est de se connaître réellement. Parce que quand tu sais comment tu fonctionnes, ça devient beaucoup plus simple de construire un emploi du temps qui te correspond réellement, qui respecte ton identité et ton énergie. Par exemple, des outils comme le Human Design, les MBTI, les énagrammes, ça peut être des outils extrêmement utiles pour apprendre à mieux connaître ta personnalité, ta manière de prendre des décisions, ce qui te motive, si tu travailles mieux seul ou en équipe, etc. Tous ces outils-là, ils m'ont permis d'identifier mes forces, mes limites, mes besoins. Par exemple, avec le Human Design, j'ai découvert que moi, je fonctionne pas de la même manière qu'une personne qui a une énergie constante. J'ai aussi appris que je travaille mieux en équipe. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours quelque chose que je cherche à mettre en place dans ma vie parce que je suis une personne qui travaille très seule. Et je vois exactement de quoi ils parlent quand ils disent « oui, je suis plus efficace quand je travaille avec des personnes autour de moi ». D'un autre côté, par exemple, avec l'énagramme, j'ai réussi à comprendre certains schémas qui faisaient que j'étais pas vraiment assez productive. Et par exemple, avec le MBTI, donc moi je suis ENTJ, j'ai appris à mieux me connaître et du coup à moins m'en vouloir, par exemple, d'être très tournée vers les objectifs, très ci, très ça. Et l'idée, c'est pas de te mettre une étiquette, c'est d'utiliser ces outils comme des guides pour mieux ajuster ton emploi du temps à ta vraie nature. Enfin, il y a un truc extrêmement important aussi pour mieux comprendre son potentiel, c'est d'identifier ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, c'est souvent des croyances limitantes. Je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'ai fait une vidéo totalement dédiée aux croyances limitantes, donc si ça vous intéresse, allez la voir, vous allez avoir toutes les bases et les connaissances qu'il faut pour comprendre en quoi ça peut jouer sur votre manière de gérer le temps. Chapitre 5, tester, ajouter et maintenir la discipline. Je trouve qu'énormément de personnes ont une image négative de la discipline, comme si c'était quelque chose de contraignant et de rigide. Pourtant, moi je trouve que c'est l'opposé de ça. Je trouve que la discipline, c'est pas un fardeau, mais je trouve plutôt que c'est un outil extrêmement puissant pour atteindre la réelle liberté de qui on veut être, etc. Et quand tu apprends à structurer ton temps avec intention, tu te libères de l'anxiété et de l'incertitude de pas savoir quoi faire. Et le fait le plus important dans tout ça, c'est que la discipline, ça n'a rien d'un processus instantané. La discipline, elle se construit petit à petit. Et c'est ça le côté, on va dire, très challengeant de la discipline, et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'elle a une si mauvaise réputation. Et évidemment qu'on ne devient pas discipliné du jour au lendemain. La discipline, pour moi, c'est littéralement un muscle. En fait, elle va se développer progressivement grâce à une pratique régulière. Donc plutôt qu'adopter une routine stricte du jour au lendemain, chose qui risque de grandement te décourager d'ailleurs, commence par des étapes simples et accessibles. Et pour ça, un livre que je recommande un maximum, c'est Atomic Habits ou Un rien peut tout changer de James Clear. Ce livre, il est incroyable. C'est vraiment un livre avec un énorme impact et qui va vraiment vous apprendre à créer de nouvelles habitudes et à vous débarrasser de celles qui vous servent pas du tout et qui sont plus nocives pour vous. Par exemple, si tu veux intégrer des nouvelles habitudes à ta journée, commence par une seule chose. Ajoute par exemple 10 minutes de méditation chaque matin pendant une semaine. Une fois que cette habitude-là elle est ancrée, ajoute par exemple une nouvelle habitude comme du journaling, des étirements, etc., etc. Oui, certes, ce processus peut paraître un peu long ou progressif, mais il va te permettre d'instaurer des nouvelles habitudes qui vont vraiment être durables, sans te sentir débordé, sans te sentir surchargé mentalement. Par exemple, en ce moment, je suis en plein dans mon 75 Hard Challenge, et pour rendre la discipline plus naturelle, je me suis créé des systèmes qui me simplifient la vie. C'est-à-dire que je vais me créer un environnement qui va me pousser à respecter cette discipline et à suivre les habitudes que je me suis instaurées. Mon carnet il est à côté de moi le matin pour que je puisse noter. J'ai directement ma tenue à côté de mon lit, comme ça, dès que je me réveille, je peux déjà m'habiller et j'ai pas ce truc de « ah, il fait froid, j'ai pas envie de sortir du lit », etc. Donc c'est hyper important de créer des environnements qui nous facilitent les tâches. Je peux utiliser des outils comme Notion, les calendriers et même des alarmes sur ton téléphone par exemple pour être plus organisé. Il y a une méthode qui fonctionne extrêmement bien je trouve, c'est le habit stacking ou l'empilage d'habitudes. L'idée c'est de lier une nouvelle habitude à une habitude qui est elle déjà bien ancrée dans ta routine. Par exemple si tu veux lire chaque jour, décide de lire après ton café du matin ou après que tu te sois brossé les dents. Et cette méthode elle n'est pas dans le vent, c'est-à-dire que le habit stacking psychologiquement c'est basé sur le fait que lier une nouvelle habitude à une action qui nous est déjà familière la rend beaucoup plus simple à intégrer. Rappel,
il faut s'adapter aux imprévus. Et oui, il faut se souvenir que la vie elle est imprévisible et qu'il y aura toujours des imprévus qui vont venir chambouler ton planning. Non, c'est pas un échec, non, c'est pas dommage, c'est plutôt une opportunité pour venir travailler sa flexibilité. Ce qu'on oublie parfois justement quand on pense au mot discipline. Parce que oui, discipline ne veut pas dire manque de flexibilité. Lorsque quelque chose change tes plans, prends une grande inspiration, ajuste-toi et réorganise tes priorités sans stress. Ça, c'est vraiment un skill à développer parce que c'est un skill extrêmement important. Moi, la première, avant, ça me faisait sortir de mes gonds quand j'avais un imprévu. Vraiment, ça me mettait mal, mais j'avais une boule au ventre. J'étais physiquement malade. Ça me rendait malade, les imprévus. Et oublie pas que ces moments-là, les moments imprévisibles, ils peuvent vraiment t'apprendre à améliorer ton organisation pour mieux anticiper l'avenir. Enfin, pour la dernière partie de ce chapitre, il est hyper important que tu te rappelles d'être indulgent avec toi. La discipline, c'est pas être parfait en permanence. Si un jour tu rates une habitude ou si tu suis pas ton planning ou ton emploi du temps à la lettre, c'est pas grave. Le tout, c'est de reprendre ton rythme le plus vite possible. C'est tes efforts réguliers et constants, même s'ils sont imparfaits, qui te mènent vers tes objectifs. Consistency over perfection, because it's always better done than perfect. Be consistent, because motivation look like this, consistency and discipline look like this. Bref, apprends à persévérer avec bienveillance envers toi-même, parce que c'est là que réside la vraie force de la discipline. Chapitre 6, les devoirs et les actions concrètes. Maintenant que tu as toutes les connaissances et les outils qu'il faut pour structurer ton temps et comprendre tes priorités, il est temps de passer à l'action. Donc je t'ai préparé une petite liste de devoirs à faire dès maintenant pour améliorer ta productivité au quotidien. Premier devoir et pas des moindres, tu vas faire un audit de ta semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine entière, tu vas traquer tout ce que tu fais, tes faits et gestes. Chaque heure, tu vas noter ce que tu es en train de faire. Note tout et à la fin de la semaine, tu pourras voir et tu pourras te rendre compte de là où est-ce que tu perds réellement du temps. Deuxième devoir, faites du journaling et un travail d'introspection. Trouvez votre pourquoi, réfléchissez sur vos limites, vos besoins, vos défauts, vos envies, vos objectifs, tout ça. Se comprendre, encore une fois, c'est la base. 3. Allez faire les tests de personnalité. Pour le Human Design, le MBTI, les énéagrammes, etc., etc. 4. Je veux que dimanche, tu planifies ta semaine grâce à la méthode du time blocking et de commencer à penser où est-ce que tu peux utiliser la technique du habit stacking. 5. Identifier les tâches qui stressent et commence à mettre en place la technique des 2 minutes. Si jamais vous avez pris des notes, vous allez avoir plein d'idées de devoirs en plus. Et si jamais vous n'avez pas pris de notes, vous pouvez regarder la vidéo. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées de choses à faire ou à mettre en place. Et nous voilà enfin à la conclusion de cette vidéo. J'espère que tu auras compris que gérer son temps, c'est une illusion et que c'est pas le temps que tu gères, c'est toi. La vérité, c'est que le temps avance avec ou sans toi. Alors ton vrai pouvoir, il réside dans la manière de comment tu l'utilises. Chaque décision, chaque minute, chaque heure, c'est toi qui la maîtrises ou qui la laisse filer. Et rappelle-toi, la discipline et la clarté sur ce que tu veux, c'est ça qui fait réellement la différence. Alors voilà, prends ce que je t'ai partagé ici, applique-le à ta manière, expérimente et surtout reste flexible. Rien n'est figé. La clé, c'est de trouver ce qui marche le mieux pour toi sans culpabiliser quand tu dévies ta route. Et surtout, je vais entendre parler de toi. Partage-moi en commentaire tes routines, tes plannings, tes applications si t'en as, tes outils préférés, si tu utilises des techniques que j'ai pas citées. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles approches. Dis-moi ce que t'as testé, ce que t'as aidé ou ce qui te bloque encore aujourd'hui. Bref, si cette vidéo t'a inspiré, envoie-la, partage-la à quelqu'un qui galère à organiser sa vie. Tu sais, ce mec-là, ça aide. Et si tu veux continuer cette discussion sur la gestion du temps et le mindset, abonne-toi. Bref, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et de voir vos retours. Ciao, ciao!